En un temps où la décision liberté d'association était inconcevable et la garantie des droits inarticulée, en un temps où des lions s'abreuvaient dans les marais luxuriants qui baignaient alors le quai de l'Horloge, comme la rue de Montpensier, en un temps où la PNIX ignorait encore la démocratie comme la philosophie, Eschyle célébrait déjà, devant les dieux et les hommes, le pouvoir d'une juridiction pénale de renvoi d'arbitrer souverainement, au vu des faits de l'espèce, le sort du prévenu. Dans les Euménides, les divinités vengeresses éponymes persécutent Oreste, meurtrier de sa mère. Athéna ouvre un recours au condamné. Elle renvoie la cause devant une haute cour de citoyens dont les Euménides ne reconnaîtront le verdict qu'à la condition qu'il soit impitoyable. L'horreur du matricide l'exige. Devant cette loi fondamentale, l'intime conviction des juges et la casuistique retorse déployée en défense par les dieux sont de peu de poids. Contre toute attente, malgré les menaces des Euménides, les juges font acte de souveraineté. À l'issue des débats, ils absolvent le fils d'Agamemnon. Monsieur le Président, Madame la professeure, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames et Messieurs les secrétaires, Mesdames et Messieurs, à nouveau, on voudrait contraindre une juridiction à trancher dans un sens déterminé au nom de la loi fondamentale, en l'espèce au nom du droit au recours effectif. Ce droit exigerait que soit prohibée l'aggravation du sort du prévenu par la cour de renvoi saisie sur son seul pourvoi, de même que la réformatio in peius est proscrite sur son seul appel. À nouveau, aux yeux de nos contradicteurs, nous autres défendeurs n'aurions à objecter que scolaires arguties, la distinction entre annulation et réformation, la spécificité du recours extraordinaire. Nous aurions peut-être raison en théorie, mais nous aurions tort au vu d'une atteinte concrète, la crainte inhibante du condamné de voir son sort aggravé. À nouveau, cependant, la souveraineté de la cour de renvoi sera consacrée, puisqu'à la question les dispositions de l'article 609 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent l'aggravation du sort du prévenu par la cour d'appel de renvoi sur son seul pourvoi, méconnaissent-elles la Constitution? C'est par la négative que vous répondrez. Vous chercherez en vain la non-conformité alléguée, mais vous discernerez les entorses à une bonne administration de la justice qu'entraînerait la censure demandée. Une saisine cavalière d'abord, une censure téméraire ensuite. Tout d'abord, une saisine cavalière. Audacieuse est la question qui vous est posée. Aventureuse est la transmission opérée par la chambre criminelle. Une question audacieuse en premier lieu. C'est une conception insolite du droit au recours effectif qui vous est soumise, étrangère à la jurisprudence constitutionnelle comme d'ailleurs à la jurisprudence européenne. Rue de Montpensier, il est jugé qu'une atteinte à ce droit peut consister bien sûr dans l'impossibilité légale d'exercer un recours, ainsi de la caducité qui frappait l'appel de l'accusé en fuite, ou lorsque la voie de recours est entravée par des formalités excessives. Vous jugez enfin, vous l'avez fait le 6 mars 2015, que ce droit garantit l'exécution de la décision rendue. À Strasbourg, il est souvent jugé, je cite, que l'effectivité d'un recours ne dépend pas de la certitude d'une issue favorable pour le requérant. La Cour européenne relève d'ailleurs, lorsqu'elle contrôle l'épuisement des voies de recours internes, que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d'un recours ne justifie pas sa non-utilisation. C'est entendu, vous ne reconnaissez pas directement l'autorité de cette juridiction supranationale, mais le bon sens a autorité erga omnes. Ne nous y trompons pas. Au contraire, de la simple prohibition de la réformatio in peius, presque toujours neutralisée par l'appel du ministère public, le mécanisme que les demandeurs appellent de leur vœu ne pourrait être neutralisé qu'exceptionnellement. La question qui vous est soumise illustre en effet le deuxième des stratagèmes oratoires moqués par Schopenhauer dans l'art d'avoir toujours raison, celui qu'il nomme l'homonymie. Tout est dans le mot « seul ». Sur le seul appel du prévenu, sur le seul pourvoi du prévenu, parallélisme syntaxique qui induit le parallélisme des procédures. À bien y regarder pourtant. Dans le premier cas, si le prévenu est seul appelant, c'est que le ministère public comme la partie civile ont renoncé à neutraliser le plafond de la première instance, comme ils pouvaient le faire en interjetant appel incident. Ils ont accepté
que le sort du prévenu soit inchangé ou amélioré. Mais la saisine de la Cour de renvoi sur le seul pourvoi du prévenu, ça n'est rien d'autre que la suite d'une cassation avec renvoi obtenue par lui seul. Si l'arrêt déféré n'offrait aucune prise au pourvoi des autres parties, quand bien même celles-ci se sont pourvues pour essuyer d'échéance, non-admission ou rejet, ou quand bien même elles ont obtenu pour leur part une cassation partielle sans nécessité de renvoi, c'est encore sur le seul pourvoi du prévenu que la Cour de renvoi est saisie. Aussi, si vous censuriez, il faudrait pour que le plafond soit neutralisé que par un rare alignement des astres, l'instance de renvoi porte aussi sur des chefs de cassation obtenus par les autres parties. N'y aurait-il pas là, soit dit en passant, rupture de l'égalité des armes? Le prévenu qui aurait obtenu une cassation avec renvoi jouirait d'un coup d'avance sur la partie civile, impuissante à neutraliser cet avantage et menacée, elle, d'une aggravation de son sort. Vous feriez du prévenu le joueur chanceux qui rafle la mise. Recours effectif signifierait donc recours voué au succès. Pareil postulat rappelle le mot de Michel Villet, chacun des droits fondamentaux pratiqués séparément nie les droits fondamentaux, qui fait lui-même écho au mot de Chesterton sur les vertus chrétiennes devenues folles car isolées les unes des autres. Le droit au recours favorable, c'est le droit au recours effectif devenu fou. La chance sourit aux audacieux, et cette question audacieuse vous a été transmise. Une transmission aventureuse ensuite. Aventureuses sont les voies suivies par la chambre criminelle quand elle prend le contre-pied de l'avis de l'avocat général, quand elle doute de ses propres arrêts des 8 juillet et 13 novembre 2015, où elle avait elle-même estimé la disposition conforme, et surtout quand elle retient une si surprenante lecture des critères de transmission. La disposition contestée était-elle applicable au litige? On nous opposera d'entrée de jeu que ce critère est de la seule appréciation des cours suprêmes, comme vous l'avez jugé dès 2010. On ne saurait toutefois manquer d'observer qu'en l'espèce, la demanderesse a exercé un recours en cassation. Si son sort a été aggravé par la Cour de renvoi, c'est que la menace de cette aggravation ne l'a pas inhibée au moment de se pourvoir. Songeons que le 9 mai 2012, la chambre criminelle motivait un refus de transmission en retenant que le demandeur qui s'était pourvu dans le délai prescrit ne pouvait contester la brièveté de ce délai. À défaut de nouveauté, quid du caractère sérieux de la question? Le risque d'aggravation du sort du prévenu sur son pourvoi est un risque infime, faute de preuves statistiques. Nous vous en donnons la preuve logique. 4 plafonds sont susceptibles de limiter la peine et les réparations dans l'instance de renvoi. Ils abritent le prévenu, ils le protègent comme les couches successives de la cuirasse d'un chevalier. Le pavois que brandit le prévenu, ce sont les termes mêmes de son acte de pourvoi, dont l'effet, comme l'énonce souvent la chambre criminelle, est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir. Rappelons d'ailleurs qu'un moyen ne peut être relevé d'office que dans les limites du dispositif attaqué. Le haubert du prévenu, c'est le principe de la limitation des effets de la cassation au seul chef défavorable, sous réserve d'indivisibilité. Son juste corps de cuir, enfin, c'est la limite même du champ de la cassation prononcée. La marge d'appréciation de la Cour de renvoi saisie sur le pourvoi du prévenu est 4 fois restreinte en sa faveur. Bien conseillé, il ne saurait être inhibé au point de renoncer à ce pourvoir. Le caractère sérieux de la question nous échappe. Et pourtant, elle est soumise au Conseil constitutionnel. Par des vœux importuns, nous fatiguons les dieux, souvent pour des sujets même indignes des hommes, déplorait La Fontaine. Cette question cavalière vous entraîne sabre au clair vers un ciel lourd de conséquences procédurales. La suivrez-vous dans sa chevauchée téméraire? En second lieu, une censure téméraire. La bonne administration de la justice, objectif de valeur constitutionnelle, pâtirait des effets de la censure demandée en amont comme en aval de l'arrêt de cassation. En amont d'abord, une voie congestionnée.
Vous l'énoncez souvent, la bonne administration de la justice suppose de conjurer l'encombrement des juridictions et de décourager le recours dilatoire. Quai de l'horloge, on sait le prix d'un recours trop accessible. De rapport annuel en rapport annuel, la Cour de cassation recommande inlassablement l'obligation de représentation en matière pénale, alors que mémoire personnelle et pourvoi mal soutenus encombrent la chambre criminelle, alors que les matières correctionnelles et de police, en jeu en l'espèce, représentent la moitié du contentieux dont elle a à connaître, alors qu'un pourvoi sur 2 est déchu et 1 sur 5 non admis, alors surtout que le délai de traitement des pourvois a augmenté de 25% en 10 ans. Est-il temps d'ouvrir aux prévenus une voie de recours favorable à coup sûr, d'inciter au pourvoi sous prétexte de remédier à une entrave? Ce serait, qui plus est, inciter au recours dilatoire, puisque le pourvoi est de plein droit suspensif de la peine, même s'il est manifestement irrégulier ou voué à la déchéance. En aval, enfin, une justice inélégante. Des solutions inélégantes. Pierre Daniel de Boisvilliers a résumé en ces termes une critique couramment opposée à la prohibition de la reformatio in peius. Cette critique s'imposerait à plus forte raison à l'égard de la situation qui résulterait d'une censure. La bonne administration de la justice n'implique pas seulement une justice rapide et fonctionnelle. Vous avez consacré aussi, quoique plus timidement, la garantie d'une bonne justice qui appelle par exemple une réponse pénale diversifiée ou la possibilité d'un recours en révision. La Cour de renvoi tient de nouveaux débats, examine la gravité des faits, sonde la personnalité du prévenu, et la vérité judiciaire peut prendre devant elle un visage tout à fait nouveau. Balzac l'observait déjà dans une ténébreuse affaire. Tout dépend des débats devant une cour pénale, et les débats rouleront sur de petites choses que vous verrez devenir immenses, déjà contraintes par les 4 plafonds que j'ai évoqués, désormais paralysées par le plafond de la décision annulée, et ce même en cas de cassation totale. La Cour serait contrainte de trancher en parfaite discordance avec son appréciation des faits, si ceux-ci plaidaient pour une peine aggravée ou des réparations revues à la hausse. Par exemple, si un chef de prévention écarté par la première Cour s'avérait constitué. En 2018, vous avez érigé en principe général la motivation des décisions pénales au vu des circonstances de l'espèce, mais vous l'avez fait au nom de la garantie de l'individualisation des peines. Si la même exigence anime la Cour de Strasbourg, c'est au nom d'une bonne administration de la justice qui suppose la pédagogie du juge et la confiance du justiciable. Cela se déduit notamment de l'arrêt Papon contre France de 2001. Inspirez-vous aujourd'hui de la jurisprudence européenne. La cohérence des motifs et du dispositif est de bonne justice. Au reste, si vous censuriez l'article 609, l'individualisation de la peine n'en serait-elle pas, elle aussi, insidieusement dépréciée? Bien plus souvent que la culpabilité, le quantum de la peine est l'enjeu véritable du procès pénal. D'évaluer davantage sur ce point l'intime conviction du juge du fond au visa de la garantie des droits, c'est tendre par un chemin opposé vers ce même spectre de l'automatisme pénal qui vous fait vous défier des peines planchers trop mécaniques. Défiez-vous aujourd'hui d'un plafond trop encombrant. Le champ pénal, où régnait autrefois rigueur et rigidité, s'est changé en une nébuleuse de normes, et sa pénétration continue par les droits et libertés fondamentaux contribue largement au brouillage de la matière. Telle est la thèse que développait dès 1983 Mireille Delmas-Marty dans Le flou du droit. 40 ans ont passé, et la matière pénale demeure en gestation. Pour les mêmes raisons, elle demeure instable et floue. Monsieur le Président, Madame la professeure, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames et Messieurs les secrétaires, Mesdames et Messieurs, c'est au juge constitutionnel qu'il appartient au premier chef d'empêcher que de ce clair-obscur surgissent des monstres, produits d'une fondamentalisation inconséquente. En ces temps de fondation, souvenons-nous des mythes fondateurs. Comme il sacralisait dans les Euménides la souveraineté du juge pénal de renvoi, Échille fit presque œuvre constituante. Il énonça les attributions de la Boulée de l'Aréopage et consacra devant Athéna des principes de bonne administration et de bonne justice.
Il en ira de même de votre décision. Vous honorerez Athéna, vous chasserez les Euménides, vous jugerez conforme l'article 609. Je vous remercie.